Tous les 4 ans, c'est le même spectacle. Pendant un mois, le monde entier a les yeux rivés sur la Coupe du Monde. Les audiences explosent, les réseaux sociaux s'enflamment, et partout où on le regarde, on retrouve les mêmes marques, Coca-Cola, Adidas, Visa, Hyundai. Elles investissent des centaines de millions de dollars pour être associées à cet événement. Et quand on voit ces montants, on se dit forcément une chose, si elles continuent à payer aussi cher depuis des décennies, c'est que ça doit être incroyablement rentable. Pourtant, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que la vraie question n'était pas de savoir si le sponsoring fonctionne. La vraie question, beaucoup plus intéressante, est de savoir comment on mesure réellement son retour sur investissement. Et vous allez voir qu'en marketing, c'est probablement l'un des sujets les plus complexes qui existent. Imaginons un instant que vous soyez le directeur marketing de Coca-Cola. Vous décidez d'investir 150 millions d'euros autour d'une Coupe du Monde. Quelques semaines plus tard, les ventes augmentent de 5%. Sur le papier, on pourrait conclure que la campagne a fonctionné. Mais est-ce vraiment le cas? Pendant cette période, il se passe énormément de choses en même temps. Les consommateurs regardent davantage la télévision, les réseaux sociaux parlent en permanence de football, les distributeurs lancent des promotions, les concurrents augmentent eux aussi leur budget publicitaire, et selon les pays, les performances de l'équipe nationale peuvent même influencer l'humeur des consommateurs. Alors, parmi tous ces facteurs, quelle part des ventes supplémentaires provient réellement du sponsoring? C'est précisément ce qui rend ce type d'investissement si difficile à mesurer. Pendant longtemps, les entreprises ont essayé de répondre à cette question avec les modèles d'attribution classiques. Vous connaissez sûrement le principe. Un consommateur clique sur une publicité, puis il achète et la publicité reçoit le mérite de la vente. Le problème, c'est que ce raisonnement fonctionne assez bien pour une campagne digitale, mais beaucoup moins lorsqu'on parle d'un événement mondial comme la Coupe du Monde. Dans ce cas, un consommateur peut voir une publicité à la télévision, regarder une vidéo sur YouTube, tomber sur un reel Instagram, voir une promotion en magasin et finalement acheter plusieurs jours plus tard. À qui attribuer la vente? À la télévision? À YouTube? Au sponsoring? À la promotion? En réalité, aucun de ces leviers n'agit seul. C'est d'ailleurs pour cette raison que Google recommande aujourd'hui aux grandes entreprises de combiner plusieurs méthodes de mesure, notamment le marketing mix modeling. Contrairement à un modèle d'attribution classique, le mix marketing modeling ne cherche pas à savoir quelle publicité a généré le dernier clic. Il essaie plutôt d'estimer combien de ventes n'auraient probablement jamais existé sans un investissement marketing donné. Pour y parvenir, ces modèles prennent en compte des dizaines de variables. Les investissements médias, les promotions, les prix, la météo, la saisonnalité, la concurrence ou encore le contexte économique. L'objectif n'est plus d'attribuer une vente à une publicité, mais d'isoler statistiquement la contribution réelle de chaque levier. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur une étude publiée en 2023 qui m'a vraiment fait réfléchir. Les chercheurs ont analysé plus de 5800 contrats de sponsoring sportif pour comprendre pourquoi certaines entreprises restent partenaires pendant des décennies alors que d'autres mettent rapidement fin à leur collaboration. Mais très vite, ils se sont retrouvés confrontés aux mêmes problèmes que nous. Impossible d'accéder aux données internes de Coca-Cola, Adidas ou Visa pour calculer précisément leur retour sur investissement. Ils ont donc eu une idée assez brillante. Plutôt que d'essayer de mesurer directement le ROI, ils ont utilisé le renouvellement des contrats comme indicateur indirect de création de valeur. Leur raisonnement est simple. Une entreprise connaît parfaitement ses ventes, ses marges, ses études consommateurs et ses modèles économétriques. Si, malgré toutes ces informations, elle décide de renouveler un partenariat pendant 20 ou 30 ans, c'est probablement qu'elle estime que ce partenariat lui apporte suffisamment de valeur. Attention, cela ne signifie pas que tous les sponsorings sont rentables. En revanche, cela montre que le comportement des entreprises peut lui-même devenir un indicateur lorsque les données financières restent confidentielles. Si le sponsoring est aussi simple, il suffirait de payer les droits de la Coupe du Monde pour dominer toutes les conversations. Pourtant, l'histoire nous montre que ce n'est pas le cas. L'exemple le plus célèbre remonte à la Coupe du Monde 2010. Cette année-là, Adidas est le sponsor officiel de la FIFA
L'entreprise a investi des sommes considérables pour obtenir les droits officiels, utiliser le logo de la compétition et être présente dans tous les stades. Face à elle, Nike n'a aucun droit officiel. Sur le papier, le match semble déjà perdu, mais Nike décide de jouer une autre partie. Au lieu d'acheter davantage de visibilité, la marque investit dans une campagne publicitaire devenue légendaire, Right the Future. La campagne met en scène des stars comme Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ou Didier Drogba et raconte comment une seule action peut changer le destin d'un joueur et même d'un pays tout entier. L'idée est tellement forte qu'elle dépasse largement le simple cadre du football. Les résultats sont impressionnants. D'après les mesures réalisées par Nielsen pendant la compétition, Nike génère davantage de conversations en ligne autour de la Coupe du Monde qu'Adidas, pourtant sponsor officiel. Ce cas est aujourd'hui enseigné dans de nombreuses écoles de commerce parce qu'il démontre une idée essentielle. Payer les droits d'un événement n'achète pas automatiquement l'attention des consommateurs. Les droits donnent un accès privilégié, mais ce sont la créativité, le storytelling et la qualité de l'activation marketing qui déterminent si les consommateurs parleront réellement de votre marque. C'est probablement l'une des plus grandes leçons du marketing sportif moderne. Je me suis ensuite intéressé aux entreprises dont le métier consiste justement à mesurer l'efficacité du marketing. L'une des références du secteur est Analytic Partners, une société spécialisée dans le marketing mix modeling qui travaille avec de grandes marques internationales. Leur conclusion est particulièrement intéressante. Selon eux, le sponsoring à lui seul produit rarement les meilleurs résultats. Les campagnes les plus performantes sont celles qui utilisent le sponsoring comme un point de départ et non comme une finalité. Concrètement, les marques qui obtiennent les meilleurs retours sur investissement sont celles qui accompagnent leurs partenaires d'une véritable stratégie d'activation. Elles lancent des campagnes télévisées, investissent sur YouTube et les réseaux sociaux, collaborent avec des créateurs de contenu, organisent des opérations en magasin, créent des éditions limitées et mobilisent leur CRM pour prolonger l'expérience. En d'autres termes, le sponsoring devient une plateforme qui alimente toute la stratégie marketing de l'entreprise. C'est une nuance importante parce qu'elle explique pourquoi deux marques présentes au même événement peuvent obtenir des résultats complètement différents. À ce stade, une question reste entière. Si le ROI est aussi difficile à mesurer, pourquoi certaines entreprises restent-elles partenaires de la FIFA pendant des décennies? Prenons Coca-Cola. La marque est sponsor officiel depuis 1978 et a régulièrement renouvelé son partenariat. Est-ce que cela signifie que chaque Coupe du Monde lui rapporte exactement plus d'argent qu'elle en coûte? Absolument pas. Aucune étude publique ne permet de l'affirmer. En revanche, cela signifie probablement que les modèles internes de l'entreprise concluent que cet investissement crée suffisamment de valeur pour être reconduit. Et c'est justement ce que suggère l'étude sur les 5800 contrats dont je vous parlais tout à l'heure. Les chercheurs expliquent que les entreprises disposent de beaucoup plus d'informations que les chercheurs eux-mêmes. Elles connaissent leurs ventes, leurs marges, leurs données clients et leur modèle économétrique. Si elles renouvellent un partenariat pendant plusieurs décennies, c'est vraisemblablement parce que leurs analyses internes montrent que celui-ci contribue positivement à leurs objectifs. Cette valeur ne se traduit d'ailleurs pas uniquement par des ventes immédiates, elle peut aussi prendre la forme d'une meilleure notoriété, d'une préférence de marque plus forte ou d'une présence durable dans l'esprit des consommateurs. En préparant cette vidéo, je pensais trouver une réponse simple à une question simple. Finalement, j'ai découvert que la réalité était beaucoup plus nuancée. Les études ne disent pas que le sponsoring de la Coupe du Monde est automatiquement rentable, elles ne disent pas non plus que les marques gaspillent leur argent, elles montrent surtout que le retour sur investissement dépend énormément de la façon dont on le mesure et de la manière dont le partenariat est exploité. La première leçon, c'est qu'il est pratiquement impossible de mesurer un sponsoring en regardant uniquement les ventes du mois de la compétition. La deuxième, c'est que les meilleures entreprises utilisent aujourd'hui des modèles économétriques beaucoup plus sophistiqués, comme le marketing mix modeling, pour estimer les ventes incrémentales et les effets de long terme. Enfin, la troisième, et peut-être la plus importante, est que le sponsoring ne constitue jamais une stratégie à lui seul. Sans activation, sans créativité et sans campagne capable de marquer les consommateurs, il perd une grande partie de sa valeur.
Au début de cette vidéo, je vous ai posé une question toute simple. Les marques gagnent-elles vraiment de l'argent grâce à la Coupe du Monde? La réponse est finalement plus intéressante qu'un simple oui ou non. Oui, les grandes marques continuent d'investir des centaines de millions de dollars, mais non, elles ne prennent pas cette décision parce qu'elles peuvent attribuer précisément chaque euro de chiffre d'affaires à une seule campagne. Elles s'appuient sur des modèles statistiques, des études consommateurs et des analyses de long terme pour estimer la valeur globale de leurs investissements. Finalement, la Coupe du Monde nous apprend peut-être une chose beaucoup plus importante que le football lui-même. Les investisseurs marketing les plus puissants sont aussi les plus difficiles à mesurer. Et dans un monde où tout le monde cherche des résultats immédiats, les marques les plus performantes sont souvent celles qui savent construire de la valeur sur plusieurs années plutôt que sur quelques semaines. Et peut-être que la prochaine fois que vous regarderez un match de la Coupe du Monde et que vous verrez les logos de Coca-Cola, Visa ou Adidas, vous ne les regarderez peut-être plus tout à fait de la même manière. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous souhaitez travailler sur votre stratégie marketing d'acquisition, comme on en a parlé lors de cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt.